N'hésitez pas à vous présenter dans le chat, à dire d'où vous venez. Bienvenue tout le monde. Bienvenue tout le monde. Donc, bienvenue à toutes et tous. Bonsoir aux personnes qui sont sur Zoom. Bonsoir aux personnes qui sont sur YouTube. On va attendre quelques minutes que les gens se connectent. Et on va commencer. Bienvenue tout le monde. Bonsoir à toutes et tous. Bienvenue. Bienvenue aux personnes qui arrivent. Il y a Mehdi qui va nous rejoindre. Bonsoir tout le monde. Bienvenue à toutes et tous. On attend encore 1 ou 2 minutes et puis je vous propose qu'on commence. Bienvenue à toutes et tous. Donc, je vois qu'il y a des gens de Poitiers, d'Argenteuil, de la Martinique. Bonsoir Mehdi, bienvenue. Il y a Châtenay-Malabry, le Doubs, les Yvelines, la Charente-Maritime. Bienvenue tout le monde. Marseille, le Loiret, Strasbourg, la Drôme, Paris. Super. Bienvenue tout le monde. Alors, il est 33, je vous propose qu'on commence. Donc, cette réunion est enregistrée, il y aura un replay. Donc, bienvenue à toutes et tous. On va passer 1 heure et demie ensemble et on va parler du budget. Donc, on va co-animer cette réunion avec plusieurs personnes, Héloïse Duché et moi-même, Caroline Dehaze, qui sommes militantes féministes. Et puis, Arnaud Bontemps et Mehdi Djebari, qui sont membres du collectif Nos Services Publics. Et on sera rejoint tout à l'heure par Anne-Laure Delatte, économiste. Donc, bienvenue à toutes et tous. Alors, avant de commencer la formation, quelques règles pour la rencontre. La première des règles, c'est l'empathie et la bienveillance, notamment avec les personnes qui animent cette soirée, qui l'ont préparée, comme en général sur les trucs militants, à l'arrache. Donc voilà, surtout que comme le projet de loi de finances est sorti aujourd'hui, évidemment, ça limite le temps possible de préparation sur ce projet de loi de finances 2025. Donc, empathie et bienveillance. Vous avez la possibilité de réagir dans le chat. Donc, n'hésitez pas, vous ne pouvez pas allumer votre caméra ou votre micro puisque on est déjà plus de 200 et donc ça ferait impossible ce serait impossible à gérer. Il y aura un replay disponible. Dernière règle, tout le monde peut s'exprimer dans le chat. Il y a une règle collective, c'est le respect. Donc, on va vous demander de ne pas tenir de propos sexistes, homophobes, racistes ou antisémites dans le chat. Et on va vous demander également de ne pas exposer les autres à des récits de violence, voilà, pour protéger la santé mentale de chacune et de chacun. Avant de commencer dans le vif du sujet, pourquoi on a voulu organiser cette formation? Parce que le budget est un sujet politique et que on a eu envie, avec quelques militantes, principalement des militantes féministes, on s'est un peu chauffé quand on a commencé à voir les premières infos qui sont sorties sur le budget, en se disant qu'il y avait manifestement un truc assez énorme qui risquait de se passer. Et on avait un peu le sentiment que le budget passait pour un truc technique. Ouais, c'est juste des tableaux Excel et c'est juste un truc technique et que le fait de prendre le budget pour un truc technique pouvait donner le sentiment qu'on n'était pas concerné, que c'était trop compliqué pour nous, et qu'au final, bah, on n'avait pas vraiment ni de raison ni d'outils pour se mobiliser. Donc on a voulu organiser cette formation parce que à partir du moment où on comprend le budget, où on connaît le budget, où on connaît nos marges de manœuvre, ou qu'on connaît les principaux problèmes que va poser ce budget 2025, bah, ça nous donne des outils pour agir et pour nous mobiliser.
Donc voilà, donc c'est pour ça qu'on a voulu faire cette formation et donc on a appelé, le collectif Nos Services Publics, puisque c'est un collectif, Arnaud et Mehdi vous le présenteront tout à l'heure, de fonctionnaires et de hauts fonctionnaires et notamment de hauts fonctionnaires qui connaissent très bien, le fonctionnement du budget et qui peuvent, nous le raconter de manière, très pédagogique. Alors, comment ça va se passer? Il va y avoir 3 temps. D'abord, on va vraiment parler du budget. Qu'est-ce que c'est? Donc, évidemment, dans un temps restreint, on ne va pas pouvoir détailler l'entièreté de ce qu'est le budget de l'État en France. On va vous donner des principaux points clés ou des vocabulaires clés. Et puis, on vous donnera des liens pour aller plus loin. Sachez que le site servicepublic.fr est extrêmement bien fait et répond à plein de questions que vous pouvez vous poser sur le budget. Ensuite, on aura une partie un peu plus politique sur c'est quoi les enjeux du budget 2025. Alors, encore une fois, on vient juste de l'avoir, le budget. Donc, on n'a pas eu le temps de l'analyser très en détail. Mais par contre, on a quand même des premiers éléments de choses qui ont été annoncées ou qui sont confirmées, notamment par des articles de presse. Les Échos, par exemple, ont beaucoup documenté la préparation du budget. Et puis, on terminera avec comment agir. Et notamment, Héloïse est en train de construire un outil, un compteur de la Caisse des services publics qu'elle vous présentera. J'allais vous demander si le programme vous va, mais comme je n'en ai pas d'autres, je vous propose qu'on passe à la première partie. Qu'est-ce que c'est le budget? Alors, on vous propose de commencer par un quiz. Ça permet aux dernières personnes qui arrivent de nous rejoindre. Bienvenue à tout le monde. Euh, et donc, on a des questions à vous poser. Vous pouvez répondre dans le chat. Première question, quel est le montant des recettes de l'État en 2024? Merci pour les biens, super. Merci Victoire. Alors, 536, 1, 2, 3, il y a débat. Il y a débat. La bonne réponse, c'est 536 milliards d'euros. Donc ça, c'est la partie recette. En 2024, on avait, je parle sous le contrôle de Mehdi et de Arnaud, on avait plus de dépenses que de recettes. Comme ça arrive, j'imagine, assez régulièrement, on pourra peut-être y revenir. Et donc, on a eu un déficit. Deuxième question, que veut dire DPT? Déficit programmé des territoires, document de politique transversale ou département de politique tarifaire? Il y a débat, mais le 2 se détache. C'est un document de politique transversale. Alors moi, j'adore les DPT parce qu'il y a un DPT entièrement consacré aux politiques d'égalité femmes-hommes, qui est un document passionnant. Qu'est-ce que c'est un document de politique transversale? C'est un document qui est annexe en fait au budget. C'est pas la loi de finances, hein. C'est vraiment un document annexe qui rassemble toutes les politiques qui concourent à un objectif. Là, par exemple, l'égalité femmes-hommes. En matière d'égalité femmes-hommes, vous avez une ligne dans le budget qui s'appelle le BOP, le programme 137, le BOP 137, qui est consacré au ministère des droits des femmes. C'est à peu près un peu plus de 80 millions d'euros. Il n'y a pas que 80 millions d'euros, il n'y a pas assez d'argent, mais quand même, il n'y a pas aussi peu d'argent sur l'égalité femmes-hommes en France. Il y a de l'argent, par exemple, au ministère de l'Intérieur, il y a de l'argent au ministère des Finances, il y a de l'argent un peu partout qui concourt à l'égalité femmes-hommes. Et donc, il y a des documents qui permettent de rassembler toutes les politiques et de voir le montant global qui concerne l'égalité femmes-hommes. Bon, je vous ai pris l'égalité femmes-hommes, j'aurais pu prendre un autre thème, bien sûr. Il y a, je ne sais pas, une vingtaine, peut-être une trentaine de documents de politique transversale. Tout est disponible, bien sûr. Je vois Samia qui partage les liens. N'hésitez pas à partager les liens dans le chat, hein. Ouais, on veut bien, Mao, 1 milliard pour les droits des femmes. Voilà. C'est grâce à ce document, par exemple, qu'on avait pu décrypter quand une ancienne ministre des droits des femmes avait dit il y a déjà 1 milliard pour les droits des femmes. On était allé creuser dans ce document et on avait pu montrer que c'était du flan, que c'était pas vrai. Quelle couleur de document budgétaire n'existe pas? Un indice, c'est la couleur des féministes. Ouais, bon, maintenant que je vous ai donné l'indice, tout le monde trouve la bonne réponse. Ouais, c'est le violet. Alors, pour la petite histoire, on vient de changer la diapositive parce que je pensais que c'était rouge, que ça n'existait pas, mais Arnaud m'a dit, mais Caroline, ça existe, les rouges budgétaires. Alors, qu'est-ce que c'est les bleus budgétaires? C'est les documents budgétaires généraux. Les jaunes budgétaires, c'est les documents sur des missions spécifiques. Par exemple, l'agence de l'eau a un jaune budgétaire qui raconte le budget de l'agence de l'eau. Et puis, les documents orange, c'est les DPT, les documents de politique transversale. Toutes ces instances discutent ou donnent un avis sur le budget. Vrai ou faux? Que vous diriez vrai ou faux? Donc l'Assemblée, le Sénat, le Haut Conseil aux finances publiques, le Conseil d'État, le Conseil constitutionnel et le Conseil des ministres.
Alors, il y a un doute sur le Conseil Constit. En effet, c'est pas automatique le Conseil Constit. Il faut qu'il soit saisi pour pouvoir réagir sur le budget. Mais il peut être saisi et il peut donner un avis. Donc c'est vrai, je vous les ai mis dans l'ordre. Je suis pas complètement sûre de moi, j'avoue, sur l'ordre, mais je crois que j'ai le bon ordre. Donc d'abord le Haut Conseil aux finances publiques, le Conseil d'État, le Conseil des ministres, ça c'était cette semaine de mémoire, et l'Assemblée nationale. La Cour des comptes, est-ce qu'ils donnent leur avis sur le budget? Non? Non, pas Non. du tout. Enfin, pas du tout sur le projet de budget à l'État. Chaque année, a posteriori, la Cour des comptes analyse l'exécution du budget de l'État. Mais donc, c'est un an plus tard. Et les rouges, demande Camille, qu'est-ce que c'est? Les rouges Et les budgétaires. rouges, c'est aussi des documents de bilan. C'est ce qu'on appelle les rapports annuels de performance. Tous les ans, par mission du budget de l'État, il y a un bleu, un document, un projet annuel de performance, un PAP, qui propose qu'est-ce qu'on va faire dans chaque mission. Le POP 303 dont parlait Caro, par exemple, sur les droits des femmes. Et chaque année, un an après, il y a un rouge qui fait le bilan de cette politique publique et qui raconte ce qui s'est passé dans l'année. Alors, Arnaud me dit, il y a peut-être le Conseil d'État avant le Haut Conseil. En fait, je me suis appuyée sur ce document qui vient du site servicepublic.fr, du site du budget d'ailleurs. Je vous le mets dans le chat. C'est une infographie que vous pouvez retrouver. Ah bah super, Héloïse, merci. C'est une infographie que vous pouvez retrouver sur le site qui raconte en fait tout le déroulé. C'est un déroulé standard. Je ne sais pas si vous avez remarqué cette année, mais on est dans un déroulé un peu plus contraint, puisque le gouvernement, Emmanuel Macron ayant refusé de nommer Lucie Castet première ministre, et ayant attendu tout l'été avant d'avoir un gouvernement de droite, tendance extrême droite au final, ça a pris beaucoup de retard, et donc on est vraiment dans un délai très contraint là pour l'adoption du budget. Voilà sur le quiz, une dernière question. Comment est structuré le budget côté dépenses? Est-ce que c'est ministère, services déconcentrés, État, collectivités, hôpitaux, les trois volets de la fonction publique, ou mission, programme, action? Je vois plein de gens qui disent 3. Les 3, le un. C'est mission, programme, action. Et donc, par exemple, je vous ai montré la mission Solidarité, Insertion et Égalité des chances du budget 2025, dans lequel il y a 3 programmes, dont le programme Égalité entre les femmes et les hommes. Bon, je vais beaucoup parler d'égalité femmes-hommes, hein, parce que c'est un peu le seul chapitre que je connais par cœur dans le budget. Vous voyez que cette année, il y a 85 millions d'euros engagés pour le ministère des droits des femmes. Ce n'est pas toutes les politiques en charge liées à l'égalité. Et dans égalité entre les femmes et les hommes, vous avez différentes actions. Vous avez des actions égalité professionnelle, des actions de lutte contre les violences, etc. Voilà sur le quiz. On va maintenant discuter avec nos services publics pour comprendre le budget. Et puis ensuite, on aura un échange à la fois avec Mehdi et Arnaud et avec Anne-Laure Delatte qui nous rejoindra sur comment on peut agir et c'est quoi les enjeux politiques du budget. Héloïse, à toi? Ouais. Alors, bonjour. Je vous ai mis un petit lien sur le site Nos services publics. Et donc, ma première question pour vous, c'est de savoir le collectif Nos services publics, qu'est-ce que c'est? Et Ah, je bah, pense que je vais Arnaud. répondre. Ouais, merci pour la question. Et d'ailleurs, merci pour l'invitation, parce que ça nous fait très plaisir de venir ici raconter un peu ce qu'on essaye de faire comme pédagogie au quotidien. C'est un collectif essentiellement d'agents publics, mais aussi avec pas mal de citoyennes et de citoyens, qui s'est créé il y a 3 ans et qui essaye de reprendre la parole sur le sens des missions de service public en se disant qu'elles sont particulièrement attaquées depuis un moment et que c'est important de raconter la place que ça a dans la société. Mais aussi, comme on est beaucoup d'agents publics, on a beaucoup d'outils d'analyse très concrets depuis notre quotidien. On a besoin de la parole des profs pour savoir ce qui se passe à l'école, on a besoin de la parole des soignants pour savoir ce qui se passe à l'hôpital. La parole des agents des services publics dans l'administration donne aussi des clés de lecture et de compréhension. Et on se disait que c'était utile pour en faire la pédagogie de notre action au quotidien. Comment on fait pour vous soutenir? Comment on fait pour nous soutenir? Eh ben, d'abord, on est
tous les bons réseaux sociaux, enfin tous ceux qu'on maîtrise. On est un peu vieux, donc on n'est pas encore sur TikTok, mais on est sur les autres globalement. Euh, sur le site nosservicespublics.fr, dont Héloïse a remis le lien, mais c'est tout simple, nosservicespublics.fr. Vous pouvez vous abonner à notre newsletter, vous pouvez adhérer au collectif. Il y a eu une quinzaine de groupes locaux sur tout le territoire. Vous pouvez retrouver celui qui est le plus proche de vous. Et donc, n'hésitez pas, tous les moyens sont bons, que ce soit en ligne ou dans la vraie vie. Super, merci. Alors, on voulait vous poser des questions sur le budget de l'État et on vous a un peu pris la tête en mode attention, soyez pédago. Donc, première question, Mehdi, si tu dois nous raconter en 2 mots le budget, tu auras un peu de rab après, hein, est-ce que c'est possible? Merci beaucoup, Caroline, pour cette question. Je lance le chrono. C'est compliqué. Je peux te dire à quoi ça sert en 2 mots, d'où ça vient qu'on puisse voter le budget comme ça et pourquoi c'est important. Est-ce que ça te va pour commencer? Ouais. En fait, historiquement, il faut revenir un peu à la Révolution française, hein. Alors là, tu vois les 2 minutes qui filent. Tu sais, au début, c'est le peuple qui payait les impôts, mais c'est le roi qui décidait un peu tout seul de ce qu'on faisait avec l'argent. Bon. Et en plus, c'était injuste parce que le peuple payait les impôts, mais les nobles et le clergé n'en payaient pas. Pendant la Révolution française, les représentants du peuple qui se sont réunis en Assemblée nationale, ils ont repris ce pouvoir au nom du peuple. Ils ont dit, nous sommes élus démocratiquement, et en fait, c'est le peuple qui, à travers nous, doit décider de ce qu'on fait de l'argent public, à qui on prend des impôts, comment, et qu'est-ce qu'on fait avec cette contribution publique. Et c'est de là que vient le budget de l'État, le budget de la sécurité sociale, c'est-à-dire le fait de voter démocratiquement le budget. Ensuite, en termes de finalité, ça sert à énormément de choses. Et là, c'est vrai qu'en 2 minutes, c'est pas évident, mais on va le voir ensemble. Ça sert d'abord à financer beaucoup de services publics. Ça sert à financer aussi des transferts monétaires, c'est-à-dire des versements en argent. Quand tu vas chez le médecin, après, tu es remboursé. Si tu as des difficultés pour te loger, tu peux percevoir les APL. Donc, il y a tout un tas d'allocations. Ça représente déjà une part importante des budgets publics. Et puis ensuite, il y a des dépenses qui sont un petit peu plus techniques et un petit peu plus compliquées à expliquer. Quand on a préparé cette intervention, vous avez utilisé des termes que j'ai trouvé, enfin, qui moi m'ont un peu percuté, parce que ce pas des termes que j'aurais employés sur le budget de l'État. Vous avez dit c'est un droit fondamental et un acte politique. Et donc, quand vous parlez d'acte fondamental, c'est la déclaration dont tu parlais. Et donc, on vous a mis dans le diaporama la déclaration des droits de l'homme et du citoyen qui n'étaient pas encore les droits de la femme et de la citoyenne, mais ça n'aurait tardé après, en août 1789. Et donc là, on voit que, en fait, la question de la participation des citoyens et des citoyennes ou du fait d'avoir un pouvoir sur le budget, elle fait partie de nos droits fondamentaux, en fait. C'est quand même Et un oui, peu, c'est un peu étonnant de se dire que le budget est un droit fondamental, tu vois? ouais, je comprends. En fait, de la même manière que le droit à la sécurité, le droit à la lutte contre l'oppression, la liberté, et ben en fait, l'Assemblée nationale, en 1789, elle a considéré que pour les citoyens, le droit, en fait, de décider de quels impôts on prélève et de comment on le dépense, c'est un droit fondamental. Et en fait, ça s'explique assez bien. C'est parce que si tu vois, et c'est lié aussi à la liberté, si tu vis au Moyen Âge et que tu as gagné un petit peu d'argent et que d'un seul coup, sans que tu aies ton mot à dire, le seigneur ou le roi vient et prend tout ton argent, en fait, tu n'as plus aucune sécurité matérielle, tu n'as plus de liberté de circuler, tu as même peut-être des difficultés à te nourrir. Donc d'abord, il fallait cette liberté fondamentale, ce droit fondamental d'avoir son mot à dire sur comment on prélève les impôts. Et puis aussi, et les lignes qu'on a mises, elles étaient importantes. Il y a une expression, si tu peux revenir, qui est pas mal là-dedans, c'est la nécessité des charges publiques. Et il faut le dire parce qu'on entend souvent des discours parfois un peu confus sur ce que l'État ou la sécurité sociale font avec l'argent. Et tu vois, là, il y a écrit, les citoyens ont le droit de constater la nécessité de la contribution publique. En fait, ça veut dire que l'État n'a pas le droit de prélever des impôts s'il ne sait pas quoi en faire. On ne peut pas prélever des impôts pour le plaisir de prélever des impôts. Et l'État et la sécurité sociale, les collectivités ne thésaurisent pas. Elles utilisent absolument tout l'argent qu'elles prélèvent, tout ce qu'elles prélèvent est dépensé. Ensuite, consenti librement, ça veut dire, les impôts consentis librement, ça veut dire voter chez nous par l'Assemblée nationale et le Sénat, voter sous la forme de loi par des représentants élus. Et ça manifeste notre consentement. Et puis, il y a une dernière chose dans cette expression, c'est qu'on a le droit de suivre l'emploi de l'argent public, c'est-à-dire qu'en fait, on a toujours le droit de demander au gouvernement
de nous expliquer qu'est-ce qu'il a fait exactement avec l'argent public, comment il l'a dépensé. Et ça prend une des formes qu'Arnaud évoquait tout à l'heure, c'est-à-dire qu'un an après l'exécution du budget, plusieurs institutions, et notamment la Cour des comptes, vont étudier la manière dont le gouvernement a appliqué ou pas les décisions de l'Assemblée nationale pour voir si il a effectivement dépensé l'argent de manière fidèle et conforme à ce qui était prévu par l'Assemblée nationale. Ok, donc aussi un acte, donc un droit fondamental, ça ferait une bonne campagne, ça, défendons notre droit fondamental au budget. Un acte politique, ça tu l'as dit également. Et puis, moi, c'est aussi des chiffres que j'ai découverts en préparant cette formation avec vous, c'est que le budget, c'est un outil de redistribution. Et c'est vrai que c'est pas forcément, ça paraît logique en lisant vos diapositives, mais c'est pas forcément le premier truc auquel on va penser quand on va penser budget. Moi, quand je vais penser budget, je vais passer tableau Excel, je vais penser dette. Et je ne vais pas forcément penser redistribution. Et donc là, vous dites que, en gros, 100% des personnes sont concernées par le budget, parce que le budget, il va participer à l'école, au transport, etc. Et il y a 60% de la population pour lesquels le budget permet d'améliorer le niveau de vie. Parce que ça va être quoi, Absolument. par exemple, comme type de programme? Euh, Ce qui améliore le niveau de vie, par exemple, c'est le fait que s'il n'y avait pas de socialisation des retraites, si on n'avait pas, par exemple, des dépenses publiques de retraite, eh bien, il y a quand même énormément de gens qui seraient privés de cette solidarité-là et auraient beaucoup moins de retraite, voire pas de retraite du tout. C'est aussi beaucoup le cas pour les dépenses de santé. Euh, Quand on a une maladie grave ou quelque chose qui nous aurait coûté d'un seul coup 10 000 euros ou 20 000 euros, eh ben, on a la sécurité sociale qui est là et qui va prendre en charge ça à notre place. Et donc, ça permet, parce qu'on a cotisé aussi avant, et donc ça permet un peu d'augmenter notre niveau de vie parce que bien évidemment, ou même pour l'école, etc., si la collectivité et l'argent public n'étaient pas là pour payer ces dépenses, on serait obligé de le payer nous-mêmes. Et donc, ça mordrait encore plus fort sur nos salaires. Donc, en fait, il y avait un graphique que je t'avais passé, que tu avais peut-être retenu, qui montre un peu ça. C'est qu'en fait, on voit souvent le budget ou les dépenses publiques comme un gâteau. Alors, on produit des richesses et puis l'État vient prélever la moitié du gâteau pour lui, etc. C'est pas du tout ça qui se passe. Ça, c'est une très mauvaise représentation, même si on l'entend un peu partout. D'abord, en réalité, le fait d'avoir des services publics, ça produit de la richesse, ça produit de la valeur. Donc, en fait, les services publics produisent eux-mêmes une partie du gâteau. Et puis, on opère, comme tu le vois sur ce graphique, beaucoup de redistribution. Alors, à gauche du graphique, c'est les gens les plus pauvres dans la distribution des revenus. Et puis, à droite, tout en haut, c'est les personnes les plus riches. Et ce qu'on voit, c'est que la courbe en jaune, c'est les revenus. En réalité, on peut même dire le niveau de vie qui serait celui des personnes s'il n'y avait pas de budget public. C'est-à-dire pas d'impôts, pas de services publics, pas d'allocations, pas d'APL, etc. Et on voit qu'en fait, grâce au budget, c'est-à-dire en fait de prélever des impôts pour faire quelque chose collectivement avec cet argent, en fait, ça se traduit par une augmentation du niveau de vie pour les personnes qui sont sur les 2 tiers de la partie gauche de ce graphique. C'est-à-dire à peu près 60% des gens, un peu plus même en réalité en France, sont gagnants sur leur niveau de vie. Ça répond, mais ça permet Ils de répondre reçoivent, voilà, à ils la reçoivent question plus que ce d'Éric. qu'ils cotisent. Mais Ça en permet de répondre réalité, à la question d'Éric dans le chat qui demande est-ce que ça contribue ou ça augmente? En fait, ça contribue à la vie de tout le monde, puisque par exemple, même les plus riches peuvent avoir accès à l'école publique, etc. Mais ça permet d'augmenter en fait le niveau de vie de 60% de la population. exactement. Et Merci. ça permet aussi d'avoir une société dans laquelle en fait les écarts de niveau de vie soient pas trop scandaleux. En fait, si tu prends la courbe jaune, les écarts de niveau de vie avant la redistribution, c'est de 1 à 14. Voilà. Et entre les plus pauvres et les plus riches. Et puis après, la courbe en bleu, c'est de 1 à 3. Donc les dépenses publiques, c'est quand même un outil puissant de redistribution et de solidarité entre toutes les personnes qui vivent en France. Merci Mehdi. On passe à la question suivante. Euh, alors là, on voit comment ça fonctionne de manière générale, mais là, on vient juste d'avoir le budget 2025. On vient juste, hein. Donc, il va falloir le décrypter. Si on veut décrypter un budget de l'État, en plus, on n'a pas beaucoup de temps, on a encore moins de temps que d'habitude. Qu'est-ce qu'on va regarder? Et vous, Arnaud, comment vous allez faire pour aller chercher les infos? Quelles infos vous allez regarder en priorité? Comment est-ce que vous allez travailler?
En fait, c'est comme dans toute bonne lecture, on commence toujours par ce qui est écrit en tout petit dans le tiroir du fond. Et donc, on commence par les annexes dans un budget. Là, ce qui est montré, c'est le projet de loi de finances. Le projet de loi de finances, je vais commencer par ce qui n'est pas l'annexe. C'est une loi, un projet de loi. Et donc, un projet de loi, c'est très rébarbatif, pas très intéressant. Et dans celui-là, il y a quelques gros tableaux de chiffres, mais il n'y a pas énormément d'informations. C'est quand même important de s'en parler parce que ce projet de loi, il est structuré en deux parties. Il y a une première partie qui est quelles sont les recettes et une deuxième partie qui sont quelles sont les dépenses. C'est hyper intéressant parce que donc la première partie, c'est ce que racontait Mehdi, c'est les citoyens ont le droit de constater la nécessité de la contribution publique et donc de déterminer l'impôt. On regarde, on revote les impôts, y compris les modifications d'impôts d'une année à l'autre. Et il y a un article général qui est l'article balance, les conditions de l'équilibre financier, où on dit, cette année, on va prendre tant d'impôts, 500 milliards, et puis on va dépenser tant de dépenses. La deuxième partie, c'est les moyens. Donc, c'est où est-ce qu'on va mettre cet argent? Il n'y a pas énormément d'infos pour le coup là-dedans. Ce qui est intéressant, et avant d'en venir aux annexes qui sont, comme je disais, le plus important, c'est que ces deux parties sont nécessairement votées dans cet ordre-là. Si elles ne sont pas votées dans cet ordre-là, c'est inconstitutionnel. Et ça a un sens politique très fort, et y compris très questionnant. C'est-à-dire que d'abord, on détermine, on n'est pas en train d'abord d'évaluer nos besoins, et ensuite de se dire combien d'argent il faut qu'on aille récupérer pour satisfaire ces besoins. On fait l'inverse. D'abord, on dit combien d'argent on va prendre? Ah non, les plus riches ne sont pas d'accord, donc on va en prendre un petit peu moins. Et ensuite, on dit bon, voilà, on a une enveloppe, et une enveloppe fermée. Et on va se demander comment on la répartit. Ah, il nous manque 10 milliards. Est-ce qu'on ne donne pas assez à l'école ou pas assez à la santé? Et donc, ça, c'est hyper intéressant. C'est depuis la Ve République, on vote le budget dans cet ordre-là. Mais c'est néanmoins très questionnant en termes de sens politique d'un budget qui détermine d'abord les moyens financiers avant de penser les besoins de la population. Et puis donc, ensuite, il y a la question des annexes. Et c'est peut-être le truc le plus intéressant. En tout cas, si vous voulez comprendre quelque chose au budget, c'est par là qu'il faut commencer, et notamment les fameux bleus. Alors, sauf si des fois c'est dans les oranges, nous dirait Caroline. Mais tout dépend de la type de politique publique que vous voulez voir. Mais dans ce projet de loi de finances, ou à côté de ce projet de loi de finances, il y a une série d'annexes qui sont des pavés un peu de couleur, mais ils sont tous accessibles en ligne. Et notamment, le budget de l'État, c'était dans les questions du quiz que faisait Caroline tout à l'heure, est découpé en grandes missions. Le Parlement vote chacune des missions. Et chaque mission est expliquée et déclinée au sein de documents. Et là, pour le coup, ils rentrent vraiment dans les détails. Ils nous racontent de manière assez littéraire ce qu'on appelle la justification des dépenses au premier euro. Ça renvoie là aussi exactement à ce que disait Mehdi. Et donc, tous les ans, on est obligé de justifier chaque euro de dépenses publiques, et c'est très bien. Et donc, tout ça, c'est dans un bleu budgétaire le plus souvent, et donc, où on explique, on va faire telle action, celle-ci, on l'a modifiée par rapport à l'année dernière, on propose de faire plutôt ça, avec des tableaux de suivi d'indicateurs sur plusieurs années, etc. C'est plus ou moins bien foutu, mais par contre, c'est le document les plus précis qu'on a. Et donc, quand Et on veut Arnaud, creuser concrètement, ouais. les bleus budgétaires, il y en a un par mission ou il y en a un seul pour l'ensemble du budget? En fait, même au sein des missions, non, il y en a globalement. Alors, il y en a un par mission et il y en a même un par budget opérationnel de programme. Donc, c'est par Donc, par programme. exemple, si je veux aller voir le budget spécifique sur la question des violences sexistes et sexuelles dans la mission égalité femmes-hommes, je peux trouver le Ouais, bleu qui correspond. exactement. Tu auras un document sur toute la mission et puis tu auras un document spécifique sur le programme. Et donc, ça fait des dizaines de documents. On ne peut pas tous les lire chacun, mais en s'y mettant à plein, et notamment quand on connaît les politiques publiques traitées par tel ou tel sujet, on peut commencer à voir des choses, des inflexions d'une année sur l'autre, et c'est là-dedans qu'on va aller les voir. Il y a Célestine qui demande, pardon, Héloïse. Elle demande quelles sont les couleurs, et notamment c'est quoi le bleu. Donc le bleu, c'est
c'est chaque Le bleu, programme. ça s'appelle, ouais, c'est projet annuel de performance. Donc, c'est intéressant les mots d'ailleurs. Depuis le début des années 2000, on, on utilise beaucoup le mot de performance de l'argent public. Et en fait, c'est intéressant parce que à la base, c'est pas un gros mot. Je pense qu'on est tous d'accord pour que l'argent public il soit bien utilisé et qu'il soit efficace. Mais il a été utilisé de manière particulièrement, euh, je sais pas, de manière un peu brutale des fois, où derrière chaque objectif de l'action publique, on a cherché à le chiffrer, à le quantifier, à mettre un indicateur en face, même quand des fois ça ne s'y prête pas toujours. Bref, aujourd'hui, le document s'appelle Projet annuel de performance. C'est ça, et il a une couleur bleue. Donc, on utilise indifféremment dans le jargon, pardon pour le jargon, le mot PAP ou Projet annuel de performance ou le mot bleu budgétaire. Et donc, tout ça sont des documents de couleur bleue, et derrière, dans lequel c'est raconté de manière un petit peu littéraire, pas de la grande littérature, hein, mais on peut s'y retrouver. C'est de l'ordre de plusieurs dizaines, plusieurs centaines? Il y a combien de programmes dans le budget de l'État, Mehdi? Plusieurs centaines. Mais c'est plus d'une centaine. Euh, je ne sais pas combien de centaines il y en a précisément, mais c'est plus d'une centaine. Et Je vous ai partagé un lien, mais apparemment, on n'y a pas accès. Je ne sais pas pourquoi ce lien est sur mon ordinateur. Voilà, je vous en En partage fait, un autre. ils vont sortir la semaine enfin, a priori, ils devraient sortir à peu près la semaine prochaine si on se cale à peu près avec les années précédentes. Et du coup, ça enchaîne sur la question que tu avais, Caroline. Ouais, peut-être juste avant de parler des étapes précédentes, dans les éléments que vous avez partagés, Arnaud et Mehdi, il y avait notamment, en Ah gros, oui. la répartition dans le budget des grands programmes. Et il y a un élément aussi que vous avez présenté, que moi j'ai appris, c'est que il y a vraiment en fait des outils différents de politique publique en fonction de différents types de programmes. Et par exemple, ce que vous montrez, c'est que sur la défense au ministère, enfin voilà, dépenses en matière de défense, il y a une grosse partie qui concerne les salaires, les revenus des fonctionnaires en fait, qui travaillent pour ce ministère. Alors que par exemple, au ministère du Travail et de l'Emploi, il y a beaucoup moins de dépenses sur les salaires, parce qu'il y a très peu, par exemple, d'inspecteurs et d'inspectrices du travail. Il y a la partie, elle est plutôt sur la subvention aux entreprises ou les subventions aux ménages. Et donc, en fait, en fonction des programmes, il va y avoir des façons d'utiliser l'argent de l'État de manière différente. Ouais, alors je ne sais pas si tu as gardé, y compris, il y avait un graphique qui représentait les évolutions des différents types de dépenses, justement les salaires par rapport aux subventions, par rapport aux dépenses de fonctionnement, au fur et à mesure du temps. En fait, si on prend un autre exemple, l'enseignement scolaire, évidemment, le premier élément de dépense de l'enseignement scolaire, c'est les rémunérations des profs. Le deuxième, c'est la rémunération des retraites des profs, parce qu'il se trouve qu'elles sont aussi payées par le budget de l'État. Mais donc, bien sûr, l'enseignement scolaire, c'est des adultes formés, compétents, devant des enfants. Et donc, avant tout, on paye des gens. Et ce qui est intéressant, mais peut-être Mehdi, tu voudras en parler parce que tu l'as beaucoup creusé, c'est que quand on regarde dans le temps long, euh, ce qui, ce qui augmente, les rémunérations augmentent un petit peu et les subventions aux entreprises augmentent beaucoup. Et donc, certes, le budget de l'État grossit en taille, mais il ne grossit pas également sur les différents types de dépenses. Et globalement, on paye de plus en plus d'aides aux entreprises et ça augmente beaucoup plus vite que les rémunérations des fonctionnaires ou le nombre de fonctionnaires qui sont en face des personnes qui galèrent dans le travail social ou des enfants à l'école. Alors, c'est quoi les prochaines étapes? Qu'est-ce qui se passe après? Vous nous avez fait un petit graphique que je montre pour nous dire où est-ce qu'on en est, Mehdi, Ouais. et qu'est-ce qui se passe après? Alors, ben, vous êtes ici, vous êtes au début du mois d'octobre et le gouvernement vient de déposer son projet de loi de finances sur le bureau de l'Assemblée nationale. Il l'a fait cette année avec retard, il faut le souligner. Et ce retard, il est aussi lié à des choix politiques. Normalement, c'est le premier mardi d'octobre. C'était le 1er octobre cette année, mais là, on est en retard et ça a raccourci un petit peu le délai d'examen pour la commission finances de l'Assemblée nationale. Avec ce dépôt, en fait, c'est la fin de ce qu'on appelle la phase administrative du budget, c'est-à-dire toute la première moitié de l'année, le gouvernement prépare son projet de budget
et y compris, il prépare tous les projets annuels de performance, hein, les bleus qui vont être annexés au projet de budget. Il le fait en consultant différentes commissions sur les collectivités locales. Il y a plein de commissions, je ne peux pas toutes te les nommer. Et une fois que c'est déposé, c'est un peu la fin de ce qu'on appelle la phase administrative et c'est le début de ce qu'on appelle la phase politique. Et le principal événement, bien sûr, de cette phase politique, c'est l'examen par le Parlement, hein, donc l'Assemblée nationale et le Sénat, qui représentent les citoyens. La Constitution prévoit que cet examen, il doit se faire dans les 70 jours, parce qu'évidemment, il y a une date butoir dans cette histoire, c'est le 31 décembre. Si au 31 décembre, le Parlement n'a pas voté de loi de finances, eh bien, le gouvernement n'a pas le droit de prélever les impôts et il n'a pas le droit de réaliser des dépenses. Juridiquement, les citoyens ne l'auront pas autorisé. Donc évidemment, il faut absolument qu'un budget soit voté d'ici au 31 décembre et c'est pour ça que l'examen par l'Assemblée nationale et le Sénat est un peu corseté. Tu vois, la Constitution et les lois qui organisent tout ça sont très très précises. Ils disent vous avez tant de jours pour faire telle lecture, ensuite vous passez le projet au Sénat qui a tant de jours pour faire telle lecture, etc. Mais voilà le début de la phase dans laquelle on est. Dans les jours qui viennent, en fait, c'est d'abord la commission finances de l'Assemblée nationale. Alors, je vois la question shutdown, justement, je vais y répondre au passage. C'est la commission finances de l'Assemblée nationale. Donc, c'est un groupe de députés spécialisés sur les finances qui va d'abord regarder le texte. C'est un groupe composé de tous les partis politiques, hein, une commission, va d'abord regarder le texte et puis va ensuite le passer à toute l'Assemblée nationale qui va le débattre. À ce moment-là, les parlementaires, les élus, ils ont le droit d'amender le texte, c'est-à-dire de proposer des modifications à ce qu'a proposé le gouvernement au début, à ce que le gouvernement a mis sur la table. Mais attention, si les parlementaires proposent une modification à un amendement qui crée une nouvelle dépense, ils doivent, dans leur amendement, prévoir une économie du même montant. Ou s'ils proposent une nouvelle dépense sans économie, il faut qu'ils proposent une nouvelle recette. En général, ce n'est pas évident. Donc, tu vois, en fait, le pouvoir d'examen par l'Assemblée nationale et le Sénat, il est assez précisément déterminé, il est organisé, un peu limité, de façon à ce que ça ne parte pas forcément dans tous les sens, et pour apporter la garantie que dans les 70 jours qui vont venir, on aura à la fin un budget voté. Est-ce que vous voulez que je vous parle du shutdown en une minute ou pas? Ouais, et puis après, j'ai 2 questions. Alors, ça marche, je vais super vite. Est-ce qu'on peut se trouver dans la même situation qu'un shutdown aux États-Unis? Pas tout à fait. Et même pas tellement, en fait. D'abord parce que la Constitution, le choix qu'on a fait avec la Constitution de 1958 en France, c'est que le gouvernement a des pouvoirs importants dans la matière budgétaire, parce qu'on estime que c'est tellement urgent d'avoir un budget voté au 31 décembre que voilà, si l'Assemblée nationale et la démocratie représentative fait mal son travail. Alors le shutdown, Anaël, c'est quand justement aux États-Unis, au 1er janvier, les différents partis n'ont pas réussi à se mettre d'accord sur un budget. Et donc, en fait, le gouvernement n'a pas le droit de réaliser des dépenses. Et en particulier, par exemple, il n'a pas le droit de verser les salaires des fonctionnaires. Donc, ça pose très, très vite un problème pour la continuité de la vie du pays. En France, on s'est prémuni de cette situation avec une solution un peu plus, j'allais dire, autoritaire. C'est-à-dire que le gouvernement a différentes manières de forcer un peu l'Assemblée nationale, de la mettre sous pression pour aller plus vite sur le budget. Et il peut notamment utiliser l'article 49 alinéa 3, le 49.3, que vous avez déjà pas mal vu, puisqu'il a été énormément utilisé ces dernières années. Et en fait, c'est quoi? C'est le gouvernement dit, je sens qu'il y a un risque que les députés ne soient pas d'accord avec mon budget ou refusent de le voter. Donc, dans ce cas-là, je déclenche une procédure. Moi, le gouvernement, je mets ma responsabilité en jeu devant les députés. Et les députés ont alors la liberté de voter pour me destituer ou pas. Et si les députés ne me destituent pas, c'est une sorte de tour de magie, si les députés ne me destituent pas, alors ma loi de finances, elle est adoptée sans vote des députés. Donc, c'est un peu le qui tout double. Voilà. Et en Thomas 2023, nous dit, Thomas fait remarquer, il l'avait déjà dit un peu plus haut, que quand on a parlé tout à l'heure de consentement du peuple ou d'association du peuple, à partir du moment où il y a un 49.3, l'article de la Déclaration des droits de l'homme paraît un peu faible, quoi. c'est une interprétation faible, tu as raison. Alors, ce qui permet de maintenir un tout petit peu la notion du consentement, c'est l'idée que les députés ont la liberté, quand même, par leur vote, de destituer tout le gouvernement. Mais c'est vrai que c'est un article qui est assez contesté. Quand on dit que la Constitution de la Ve République, elle est parfois un petit peu autoritaire, un peu bonapartiste, il y a des gens qui disent ça, on pense souvent à cet article. Sinon, au pire, et je termine là-dessus, si l'Assemblée nationale refuse de voter, que le gouvernement ne veut pas faire de 49.3, etc., il peut demander à la fin
à l'Assemblée nationale une autorisation juste de percevoir les impôts, pour commencer. Comme ça, il peut démarrer l'année quand même. Il a le droit de percevoir des recettes. Et il peut, dans ces cas-là, reproduire les dépenses de l'année antérieure, mais dans la limite, justement, des dépenses de l'année antérieure. Et il peut commencer provisoirement l'année comme ça, en attendant le vote d'une loi de finances plus complète. Donc, a priori, en France, la Constitution est faite de telle manière que le risque de shutdown est quasiment nul. Merci Mehdi. Alors, deux questions avant qu'on passe à l'autre partie. La première, c'est qu'il y a pas mal de questions sur la santé. Et donc, il n'y a pas que le PLF dans la vie, il y a le PLFSS. Arnaud, est-ce que tu peux nous en dire un mot ou Mehdi? Ouais, si tu reviens juste avant au graphique que présentait, qu'avait fabriqué Mehdi sur les grandes missions, celui d'encore avant. En fait, ça, c'est les grands équilibres du budget de l'État. Et donc, en effet, il y a des gens qui ont remarqué qu'ici, il n'y avait pas la santé. La santé, ce serait 200 là-dedans, 250, 280. Ça dépend, mais 200, je crois. Et les retraites, les recettes, c'est 300 milliards d'euros. Donc, c'est des montants encore beaucoup plus conséquents que ceux qui sont présentés là, qui sont dans un autre document. Ce n'est pas le budget de l'État, c'est le budget de la sécurité sociale. Et donc, lui, on ne l'appelle pas dans le petit nom PLF, mais PLFSS, projet de loi de financement de la sécurité sociale. Et il est aussi voté selon des modalités assez similaires. D'abord, on vote les recettes, puis on vote les dépenses par le Parlement dans le même calendrier à peu près que le projet de loi de finances. Et donc, lui aussi devrait être discuté en ce moment. C'est aussi pour ça que donc, c'est pas pour ça que… Bref, il y a donc bien de l'argent public qui va à la santé. Il y a en fait un petit milliard, là, qu'on ne voit pas. Il est dans autre mission qui parle de santé dans le budget de l'État. Et j'en dis un mot parce qu'il est politiquement vraiment important, c'est l'aide médicale d'État. Bon, alors, c'est une anomalie. Il y a eu un choix politique à un moment de séparer l'aide pour les étrangers en situation irrégulière, les sans-papiers, de la sécurité sociale. On aurait pu très bien dire, bon, bah, en fait, on leur donne une carte vitale et puis ils vont à la sécurité sociale comme tout le monde. On a fait le choix d'un marquage très spécifique. Et donc, c'est dans le budget de l'État. Et il y a 1 milliard scruté à la loupe tous les ans, notamment par la droite et l'extrême droite, sur cette fameuse aide qui permet à tout le monde de se soigner en France. C'est le seul élément dans le programme santé du budget de l'État. En fait, c'est cette aide-là qui est là. Heureusement qu'elle existe. Après, on pourrait faire encore mieux. On pourrait l'intégrer et filer une carte vitale à tout le monde. Probablement, ça simplifierait beaucoup les choses. Pour terminer, parce que évidemment, comme on a parlé du graphique qui montrait la répartition entre les aides, les transferts aux entreprises et la masse salariale, donc à savoir les revenus des fonctionnaires, ce graphique a été demandé dans le chat. Donc je l'ai intégré dans le PowerPoint et vous l'aurez. Donc on ne va pas passer trop de temps dessus, mais en gros, quand vous regardez la colonne de droite, entre 2015 et 2023, on voit qu'on est passé de 40% des dépenses de l'État qui étaient consacrées aux rémunérations des agents publics à 32%, et on est passé de 3% des dépenses de l'État qui étaient consacrées au transfert aux entreprises à 12%. Donc c'est vraiment la section c'est la partie qui a augmenté le plus proportionnellement par rapport aux autres. Vous aurez évidemment le PowerPoint à l'issue de la soirée. Je vous enverrai le lien vers le replay à diffuser très largement et puis le lien vers le support. Ce que je vous propose, c'est qu'on passe à la deuxième partie. Ça vous va? On a été rejoint par Anne-Laure Delatte, économiste, qui, je crois, a le nez dans les questions budgétaires là, ces dernières semaines de manière extrêmement active. On va en parler si ça te va juste après. Merci beaucoup d'être là. Avant, peut-être, dernière question, Héloïse, à nos services publics. Oui, en fait, là, on a pu bien voir avec vous le budget, à quel point le budget et les services publics et l'augmentation du bien-être en fait des citoyens étaient liés. Bon, on n'a pas encore pu analyser le budget, mais on a déjà des éléments. Et si aujourd'hui, là, vous aviez trois choses qui vous inquiètent dans ce budget, qu'est-ce que ce serait? Vous avez un peu parlé de l'AME. Ouais. Du coup, en effet, on va le faire et puis on vous invite à rester attentif parce qu'on va essayer de faire un décortiquage un peu serré du budget. Ça va nous prendre quelques temps, quelques semaines probablement, parce que
parce qu'il y a du travail, mais essayer de rendre ça le plus digeste possible. Un premier motif d'inquiétude, c'est que le gouvernement nous l'a dit, il veut faire des économies, c'est-à-dire y compris diminuer le budget de l'État par rapport à l'année dernière, alors même que, en fait, spontanément, les dépenses, elles augmentent. C'est particulièrement frappant, et y compris un domaine dont le gouvernement ne parle pas beaucoup, c'est la question de l'école. Dans une école, n'importe quelle, vous prenez le collège en bas de chez moi, les enseignants, d'une année à l'autre, pas tous, mais certains passent en échelon. Et donc, ils sont un petit peu plus payés. Ça, c'est une grosse partie, on disait, une grosse partie, c'est les salaires. Passe en Et échelon, donc, ça Arnaud, ça augmente. veut dire c'est une progression de carrière pour les fonctionnaires. Il y a en fait, régulièrement, tous les 2 ans, par exemple, il y a un passage d'échelon et votre salaire, il est indexé sur votre échelon. Donc, quand vous prenez un échelon, vous augmentez un peu le salaire. Ce n'est pas des énormes augmentations, mais si on prend tous les profs en même temps, évidemment, ça fait des sommes assez conséquentes pour l'État, quoi. C'est l'équivalent de votre ancienneté quand vous êtes dans une convention collective dans le secteur privé. Et donc, d'une année sur l'autre, mécaniquement, il y a ça coûte un petit peu plus d'argent de payer les profs. Mais par ailleurs, tout ce qui n'est pas les profs, j'en sais rien, les crayons, les tables, les chaises, ben, d'abord, il faut les renouveler, ça coûte de l'argent, mais puis en plus, il y a l'inflation entre-temps, donc en général, la table et le crayon, ils coûtent un petit peu plus cher. Donc bref, pour le même niveau de service, ça coûte plus cher en 2025 qu'en 2024 de l'assurer. Or, le gouvernement, donc déjà une stabilisation du budget, alors que les dépenses augmentent, de dire vous aviez 100 en 2024, vous aurez 100 en 2025, ce serait déjà forcer les services publics à faire des économies. Mais en plus, là, le gouvernement veut réduire. Et donc, c'est une réduction des économies au carré. Et donc, c'est ce qui m'inquiète, ce qui nous inquiète, c'est que, un, c'est problématique, on a plutôt besoin de plus d'argent dans l'école que de moins, mais deux, qu'en plus, il va falloir l'expliquer et que derrière, c'est un mécanisme de réduction automatique parce que ça coûte plus cher d'une année sur l'autre. Il va falloir qu'on fasse un travail de pédagogie pour décrypter ce qu'il y a de concret derrière. Donc ça, c'est un premier risque, et c'est un peu technique, mais ça nous semble vraiment important d'insister dessus. Spontanément, les dépenses augmentent. Réduire, c'est réduire 2 fois les dépenses. Le deuxième élément, c'est qu'en plus, le gouvernement l'a dit, ils veulent sanctuariser certaines dépenses. Et Gabriel Attal l'a encore redit récemment. Il y a certaines dépenses, notamment la défense et le budget de l'Intérieur, du ministère de l'Intérieur, qui sont couverts par ce qu'on appelle des lois de programmation. Sur plusieurs années, on programme le budget de l'État sur 2025, 2026, des fois 2027, qui ne seront pas touchés. Et donc, c'est-à-dire que globalement, ils veulent faire des réductions, mais si vous réduisez, et donc ils veulent réduire de 100, ils veulent faire 100 d'économies, mais si vous faites 100 d'économies, non plus sur un volume total qui fait 1000, mais sur un volume total qui fait 750 parce que vous avez exclu la défense et vous avez exclu le ministère de l'Intérieur, ça fait d'autant plus qu'il va falloir aller chercher sur l'école ou sur les retraites, la santé, etc. Deuxième point, il y a des répartitions de dépenses qu'il va falloir voir et qui vont refléter des choix politiques, pour le dire très clairement, qui risquent de ne pas aller sur l'école publique ou sur l'hôpital. Et puis le troisième et dernier point, mais peut-être que Anne-Laure voudra y revenir, c'est pas mal son domaine, c'est qu'il y a une petite musique depuis plusieurs semaines maintenant sur une forme de diabolisation des hausses d'impôts. Alors, certes, le gouvernement va en faire, et c'est pas mal, mais ce qui est intéressant derrière ce débat, parce que c'est un débat interne à la majorité présidentielle très étendue maintenant à la droite et l'extrême droite, c'est attention, il ne faut pas trop augmenter les impôts, c'est mal les impôts et tout. Je pense que c'est hyper important de se redire que les impôts, c'est aussi de l'argent qu'on choisit de mettre en commun pour financer la courbe que montraient Mehdi et Caroline tout à l'heure, de redistribution des richesses, le droit à l'éducation pour tout le monde, le droit à la santé. En fait, c'est super. L'impôt, c'est un outil de solidarité massif qui permet de financer les services publics. Et donc, il faut, à chaque fois qu'on l'ait en tête, et dans ce débat sur les impôts, la fiscalité, les plus riches, etc., il faut toujours avoir en tête que derrière chaque impôt, il y a un service public qui va mieux quand on lui redonne un petit peu d'air. Et ça nous semblait important de leur dire. Merci Arnaud.
Merci beaucoup. Et en fait, il- est-ce que cette année, Mehdi, tu dirais que le budget et les services publics ont un rapport, enfin, ils ont toujours un rapport, mais est-ce que cette année, ils ont particulièrement un rapport plus important? On a commencé à entrevoir un petit peu, un petit peu la réponse avec Arnaud, mais est-ce que tu Et pourrais oui, nous bien sûr, expliquer? ouais, en fait, ils ont déjà un rapport parce que si les files d'attente s'allongent aux urgences, s'il y a de plus en plus de classes sans professeur, enfin, sans professeur devant la classe, c'est beaucoup le résultat de choix budgétaires qui viennent contraindre, diminuer les moyens des services publics par rapport aux besoins qui, eux, augmentent dans de nombreux domaines. Et en fait, si tu veux, pendant les dernières années, là, depuis 2017, on n'était pas encore, si j'ose dire, dans un récit où on nous expliquait qu'on est au pied du mur. C'est-à-dire, Macron, les ministres et tout nous disaient qu'il fallait absolument faire des économies, mais le discours n'était pas aussi catastrophiste que cette année. Et puis, il y avait les dépenses de crise, le Covid, tu te rappelles, on redécouvrait pendant le Covid que les infirmières étaient utiles, que les policiers étaient nécessaires et que les éboueurs, en fait, étaient indispensables. Bon. Donc, il y a eu un peu ce petit discours avec quelques mesures rapides d'augmentation. Ensuite, il y a eu la crise ukrainienne. Et tout ça, si tu veux, ça a un peu pesé sur le débat budgétaire. On était un peu en mode, bon, bah, on fera les économies plus tard parce que de toute façon, c'est un peu la crise. Et on faisait un peu des économies sur le dos des services publics, mais pas hyper violentes et ça ne se disait pas trop fort. Là, je trouve que cette année, on est vraiment dans un récit, ah là là, le déficit est monstrueux, la dette n'est plus du tout soutenable, il faut absolument faire des économies tout de suite, etc. Et je trouve que ce budget-là, il fait courir un risque plus important sur les services publics parce que trouver notamment 42 milliards d'économies par rapport à la progression spontanée des dépenses dans un univers où il y a déjà plein de services publics qui n'ont pas assez de moyens par rapport aux besoins, ça risque d'être assez compliqué. Et ça, je pense que c'est quand même vraiment là, une bonne occasion de nous mobiliser et d'être très attentif sur cette équation qui nous est proposée. Et comme le disait Arnaud, une des solutions quand même, bah, c'est d'aller chercher plus de recettes en réalité, parce que ce qui s'est passé depuis 2017, c'est 65 milliards d'impôts en moins de fait des décisions prises depuis l'élection Macron, 90 milliards d'impôts qui ne sont pas perçus, que l'État renonce à percevoir au titre de différents dispositifs. Je te donne un exemple pour terminer. Arnaud, il disait tout à l'heure, l'AME, l'aide médicale d'État, ça coûte à peu près 1 milliard. Vous savez que quand on va au restaurant, on paye une TVA réduite. Au lieu de payer 20% de TVA, on paye 10%. Et bien ça ampute les recettes de l'État de 4 milliards. Autrement dit, si les gens voulaient bien, ou si le gouvernement, ou le Parlement nous disait que maintenant on va payer une TVA normale quand on va au restaurant, et ben ton steak tartare ou ta salade te coûterait 1 euro de plus. Mais en fait, à la fin, il y aurait 4 milliards d'euros de plus dans les recettes de l'État. Et déjà, c'est un sujet dont on ne parle jamais. Et c'est là qu'en fait, le budget, c'est surtout et avant tout des choix politiques. Si on supprime la TVA réduite sur la restauration, on peut payer 4 fois plus d'AME. Voilà. Donc, je termine là-dessus. C'est des choix politiques et c'est pour ça que peut-être que la mobilisation peut payer. Alors, merci Mehdi et Merci. Arnaud. Alors, justement, pour parler de choix politiques, on va parler avec Anne-Laure. Anne-Laure, il y a Marie dans le chat qui dit, mais il faut quand même bien faire des économies. Et toi, tu as travaillé notamment avec les députés du NFP, avec Lucie Castet, pour montrer qu'en fait, on pouvait avoir un autre budget, et un budget qui s'appuie beaucoup sur les recettes, en tout cas beaucoup plus que celui du gouvernement actuel. Est-ce que tu veux bien nous en parler? Parce que cet équilibre recettes-dépenses, c'est quand même un gros point de clivage avec le gouvernement actuel. Ouais, merci beaucoup. Je suis ravie d'être ici et c'est vraiment super d'organiser ça. Et merci à tous et à toutes si vous voulez bien vous mobiliser et utiliser tous ces arguments au déjeuner le dimanche, en porte-à-porte, etc. Je crois que vous allez donner des détails, Caroline et Héloïse. Euh, En fait, bon, comme vous avez dit, on ne connaît pas encore. En fait, on vient d'avoir le PLF, donc on va pouvoir se plonger dedans. En revanche, bon, il y a quand même un récit qui s'installe là depuis quelques jours. Il y a pas mal de documents qui sont sortis, qui ont fuité, donc on commence à avoir une idée de la tête que ça a, et vous en avez déjà parlé. Et en fait, le message vraiment très important, c'est que la raison pour laquelle on veut résister contre ce budget, il y en a deux. La première, c'est que en fait, le gouvernement, il décide de sacrifier des services publics, de la protection sociale,
pour réparer des erreurs qui n'ont rien à voir avec la protection sociale et avec les services publics, pour réparer des erreurs du gouvernement précédent, et de ce qui a été mis en place depuis 2017 avec Emmanuel Macron. Il faut vraiment en être convaincu parce qu'on a les données. La moitié de la dégradation du déficit, là, de l'augmentation de la dette, du fait qu'on est dans une situation budgétaire inquiétante, la moitié, c'est lié à des baisses de recettes. En fait, on a baissé les impôts depuis 2017 en faisant des promesses que ça allait augmenter le taux d'emploi, l'activité, etc. On a fait ces baisses d'impôts un petit peu sur l'ensemble des ménages, via la taxe d'habitation, par exemple, mais beaucoup aussi sur les riches et les grandes entreprises. Et en fait, bah, c'est un échec. Il n'y a pas eu le taux d'emploi et l'activité qu'on pensait. Et donc, ça explique la moitié de la dégradation budgétaire. Et aujourd'hui, ils arrivent avec un budget où ils nous disent oh, mais c'est la panique sur les marchés financiers. En fait, il faut absolument qu'on fasse tous des économies. Et donc, les économies, vous savez quoi? Je vais aller les trouver à l'hôpital, à l'école, et dans la transition écologique et dans plein d'autres éléments. Donc, Et en donc, gros, ils nous font payer leur incompétence ou voilà, leur en gros, incompétence il faut slash leur payer. choix politique, quoi. Ouais, c'est vraiment un sacrifice pour payer des erreurs qui ne sont pas les erreurs des Français, de vous et moi, quoi. Ça, c'est le premier point. Et le deuxième, l'autre point, c'est que c'est un budget d'impréparation. En fait, la crise écologique a déjà commencé. Les scientifiques nous disent qu'on va avoir entre 1 et 3 décennies de chocs extrêmes, c'est-à-dire un Covid, on va en avoir plusieurs pendant les 30 prochaines années. On va avoir des inondations, des sécheresses, etc. Et qu'est-ce qu'ils sont en train de faire? Ils sont en train de couper les dépenses publiques de la transition écologique. On est déjà en déficit, pour le coup, d'investissement dans la transition écologique de l'équivalent de 30 milliards d'euros par an. En fait, on devrait dépenser chaque année 30 milliards de plus que ce qu'on fait pour nous préparer à l'avenir. Et là, non seulement ce déficit-là, il ne le gère absolument pas, mais il coupe les dépenses de transition. Donc voilà, c'est un budget qui est absolument odieux parce qu'il sacrifie des gens, vous et moi, et parce qu'il il nous prépare pas à l'avenir. Est-ce que les députés NFP ont des marges de manœuvre? Parce que Alors on voilà, a quand même parlé de 49.3. Est-ce que dans l'examen parce qu'il y a quand même un enjeu, j'imagine, pour le gouvernement à essayer de faire passer son budget sans mobiliser le 49.3, parce que politiquement, quand même, si tu arrives à faire passer ton budget, c'est quand même, je pense, mieux pour un gouvernement en termes d'image, etc. Est-ce que dans ce contexte-là, on a quand même des marges de manœuvre et comment ils s'organisent les députés? alors, en fait, là, merci, tu as mis la page de garde du document qui est sorti donc hier et qui présente les 10 mesures phares du nouveau Front populaire. En fait, juste pour vous raconter l'histoire, autour de Lucie Castet et notamment avec Arnaud qui est là, se sont formés des groupes de travail dès qu'elle a été nommée cet été. Et il y avait un groupe de travail éducation, un groupe de travail retraite et il y avait un groupe de travail budget. Et donc, j'en faisais partie avec d'autres personnes et on a travaillé depuis à peu près le 25 juillet autour de ce budget et on a proposé 10 mesures aux 4 partis du NFP sur lesquelles ils pourraient se mettre d'accord et qui ressembleraient au budget qu'on aurait eu si Lucie était arrivée au pouvoir, si elle avait été Premier ministre. Et donc, voilà, on a présenté ça hier. Il y a eu une conférence de presse, il y avait plein de gens, on était plutôt contents. Et la stratégie politique, là, derrière, il y a 10 mesures pour déposer 10 amendements en commun. Des amendements, je crois que vous avez un petit peu expliqué ce que c'était, mais en gros, l'idée, c'est d'amender, c'est donc de modifier le budget dans un sens qui ressemblerait davantage au budget que nous, on aurait voulu avoir. Donc, on a Alors, déposé. est-ce qu'il y a des amendements qui sont pensés un peu stratégiquement pour essayer d'être majoritaires? Ouais, bien sûr. Alors là, l'idée, c'est que il y a les amendements. En fait,
Pourquoi on a 10 mesures? C'est parce qu'en fait, on en avait plein, beaucoup plus, mais là, on a essayé de mettre les mesures qui sont pour nous à la fois des vrais marqueurs de gauche, ce qu'on souhaiterait absolument avoir si on était au pouvoir, et bien sûr, des amendements qui peuvent gagner une majorité au-delà du NFP. Et donc, voilà, la première stratégie, elle est de déposer ces amendements. Là, ça se dépose dimanche. Je Ah vous oui, le parce que répète, ça, tu m'as raconté, Anne-Laure, c'est que le budget, on l'a aujourd'hui et les députés ont jusqu'à dimanche pour poser les amendements. Enfin, je veux dire, d'un point de vue démocratique, on est quand même très... Je reviens, je suis désolée, Mehdi, mais je reviens sur cet article des droits fondamentaux. Je ne sais pas comment on exerce un droit fondamental entre un jeudi midi et un dimanche, quoi. Oui, oui, non, mais de toute façon, la préparation de ce budget, elle a été complètement délirante et je pense qu'Emmanuel Macron a une énorme responsabilité là-dedans avec la dissolution et le fait qu'on n'a pas eu de gouvernement avant fin août, si je me souviens bien. Après, vraiment pour rentrer un peu backstage, comme à la fois vous savez ce que vous voulez et vous avez déjà des fuites 2 semaines avant, donc vous pouvez commencer à travailler avant aujourd'hui. En fait, je vous dis encore une fois, ça fait 2 mois et demi qu'on travaille dessus. Mais bien sûr, tu as raison. Et donc, la stratégie, le premier point, c'est ce que Éric Coquerel a dit à la conférence de presse hier, c'est on va essayer de passer le maximum d'amendements. Enfin, c'est eux, hein, les députés vont essayer de passer le maximum d'amendements. Et je vais vous donner un exemple. Il y a un amendement sur lequel on espère gagner. C'est l'ISF, donc l'impôt sur la fortune, mais nouvelle génération. Ça s'appelle impôt sur la fortune climatique. Et en fait, en gros, l'impôt sur la fortune, c'est un impôt, c'est un gros échec de la gauche parce qu'il n'a jamais rapporté énormément d'argent. Il a rapporté jusqu'à 5 milliards. 5 milliards, c'est pas rien. Mais en fait, là, on a travaillé. Moi, je suis chercheuse au CNRS. On a travaillé avec pas mal de chercheurs et d'experts pour faire un impôt qui, en fait, fonctionnerait et qui pourrait rapporter au moins 15 milliards. Et donc, voilà, ils pensent qu'ils peuvent déposer des choses et ça peut être voté, ça. Ça, c'est le scénario dans lequel, voilà, on ne sait pas sur les 10 mesures combien on va pouvoir passer. Je ne vous dis pas que l'ISF, tel qu'on l'a imaginé, va exactement passer, mais en fait, on va pouvoir infléchir le débat et ils ne vont plus pouvoir nous dire, mais en fait, non. Par exemple, là, Barnier, il ne touche pas au patrimoine. Barnier, il faut le dire, il lève des impôts, il ne touche pas du tout à l'ISF, au patrimoine, etc. Donc voilà, on va les forcer à faire ça. Et juste pour finir, on a aussi la possibilité que en fait, ce budget fasse tomber le gouvernement. Qu'en fait, on mette tellement la pression, et c'est pour ça que là, on a besoin de vous, en fait, qu'on mette tellement la pression et qu'on mette tellement la lumière sur l'injustice et l'impréparation de ce budget, qu'en réalité, nous, évidemment, on s'opposera, mais que d'autres partis, que les partis qui forment le NFP, soient obligés devant les électeurs de ne pas voter ce budget. En fait, Tu nous mets un peu la pression, Anne-Laure, hein, si je puis me permettre. ouais. Pardon, Héloïse. Mais ce que tu racontes là, en fait, tu parles à la fois d'amendements, mais est-ce qu'on peut dire qu'il s'agit aussi d'imposer un contre-récit? C'est-à-dire que les amendements, qu'ils soient votés ou pas, le fait de les déposer permet aussi d'imposer et de les faire porter par les citoyens permet d'imposer un contre-récit? Oui, oui, non, mais évidemment, c'est tout à fait ça. C'est-à-dire que déjà, dans le récit, là, j'ai essayé de vous le dire, j'ai essayé de vous dire, nous, on résiste contre ce budget d'impréparation et de sacrifice, et on résiste ensemble, en fait. C'est-à-dire que là, vous avez tout le nouveau Front populaire qui s'est mis d'accord sur un budget qui serait appliqué si on était au gouvernement. Donc, en fait, ça montre deux choses. D'abord, ils sont prêts, apparemment. Ils sont prêts, ils discutent et ils sont prêts et opérationnels. Et en plus, c'est ce que Lucie Castet disait dans sa conférence de presse hier, le sérieux, il est de notre côté. Parce qu'en fait, nous, on lève suffisamment de recettes, d'impôts, pour ne pas avoir à couper des dépenses. Donc c'est ça, hein, le point, c'est que nous, on refuse de couper les dépenses et au contraire, on va en engager de nouvelles pour se préparer à l'avenir. Et on peut tout à fait faire ça. Donc ça veut dire que nous, il faut qu'on appuie sur l'amendement ISF climatique
Donc, on vous a mis plusieurs fois dans le chat le lien vers le document là qui est affiché pour que vous puissiez aller en prendre connaissance. Et peut-être que Anne-Laure, on te demandera une note un peu détaillée sur l'ISF climatique qu'on pourra transférer à tout le monde. Est-ce que est-ce que toi, la façon dont tu sens les choses dans les discussions que tu as avec les députés, est-ce que tu penses qu'il va y avoir la possibilité d'avoir un vrai débat politique à l'Assemblée nationale autour du budget? Ou est-ce que le gouvernement va dire je m'en fous, 49.3 direct? Ça, c'est à la limite, moi, je suis économiste, alors, tu vois, je veux pas m'avancer. J'ai l'impression qu'ils n'ont pas complètement intérêt à passer tout au 49.3 parce que ça veut dire que tu remets en question quand même ton gouvernement. Enfin, euh, tu donnes la possibilité aux députés, finalement, de voter contre ton gouvernement. Donc, je suis pas sûre qu'ils aient complètement intérêt à passer au 49.3. Si j'ai bien compris, il y a un premier vote mi-novembre, fin octobre, pardon, et un deuxième vote fin novembre sur la première partie et la deuxième partie du budget. Donc, ils pourront faire un 49.3 sur une partie et pas sur l'autre, etc. Et c'est ce que m'expliquait un député communiste aujourd'hui, c'est que ouais, l'idée, c'est que il y a quand même, il y a une possibilité de discuter. Enfin, déjà, on pousse les portes, quoi, en faisant ces conférences de presse, en affichant des alternatives. Et, euh, et donc, oui, et ce que me disait le député communiste, c'est ben, on espère qu'à force de mettre la pression, en fait, on va avoir plusieurs possibilités de voter contre ce budget, quoi. Merci. Merci beaucoup pour tout ça. Il y a pas mal de questions dans le chat. Je suis désolée, on va pas pouvoir répondre à tout. Ce qu'on vous propose, c'est de passer à la suite et de parler maintenant de comment on fait pour se mobiliser. Alors, comme vous le savez, le budget, on l'a depuis aujourd'hui, donc on n'a pas eu le temps de préparer entre le moment où on a eu le budget et cette soirée les modalités d'action. Pour nous, l'idée, c'est vraiment là, dans les 20 minutes qui nous restent, d'avoir une discussion avec vous. On est encore 250 connectés, d'avoir une discussion avec vous sur voilà, des pistes d'action, voir ce que vous en pensez. Et puis, enfin, voilà, avoir aussi vos retours sur la façon dont on pourrait construire des campagnes, des actions, etc. Alors, peut-être premier point, vous dire que le gouvernement, ça on l'a dit à plusieurs reprises, a un pouvoir important, que le pouvoir d'amendement, Anne-Laure vous l'a raconté, du Parlement est quand même assez encadré. On ne peut pas créer de nouvelles dépenses sans mettre une recette en face, etc. Et nous, notre objectif, c'est vraiment de mettre la pression pour faire du budget 2025 un sujet d'intérêt général. Et là, moi, je pense qu'on va avoir besoin de pas mal d'énergie parce que j'ai l'impression quand même que la séquence de cet été où on arrive à mettre le NFP en tête et en fait on se fait piétiner, mais piétiner par le président de la République, a quand même mis un petit coup sur la tête à pas mal de monde. Et moi, je sens, même moi qui suis quand même généralement de la team hyper optimiste, hyper toujours motivée pour faire des trucs, je sens que on est quand même dans une période où enfin, je veux dire, on vote, on fait campagne, on met 4 semaines de notre vie entre parenthèses pour mettre la gauche en tête, on y arrive, et au final, on se fait piétiner. Et donc, je pense que voilà, là, avec ce budget, je pense qu'on a moyen de redonner aussi du sens à notre engagement, de mener une bataille et éventuellement de gagner des choses. Il y a deux mesures clés qu'on connaît déjà. Moi, je pense qu'il faut qu'on arrive à faire sauter de ce budget. La première, c'est le gel des pensions de retraite. Donc, en fait, d'habitude, les pensions de retraite, elles sont indexées sur l'inflation et donc elles augmentent en janvier. Voilà, elles augmentent en janvier. Et là, ils ont décidé d'augmenter qu'en juillet. Et donc, ça veut dire que pendant 6 mois, on gèle les pensions de retraite. Et qui est principalement concerné par les petites pensions de retraite? C'est les femmes. Et puis la deuxième chose, c'est le déremboursement des consultations médicales avec une part remboursée par la sécurité sociale qui va baisser et donc qui va être prise en charge par les mutuelles qui vont sans doute répercuter ce prix sur le prix des mutuelles dans les mois qui viennent. Donc ça, c'est vraiment les deux mesures clés à faire sauter. Donc qu'est-ce qu'on peut faire? La première chose, c'est de diffuser cette rencontre dès demain. Héloïse, on va la mettre en ligne ce soir, je pense, ou demain. Ouais, elle sera mise en ligne ce soir ou demain matin et on vous enverra toutes les informations par mail. Donc d'ailleurs, laissez votre mail si vous ne l'avez pas encore laissé. Je vous envoie tout de suite le lien
pour que vous puissiez laisser votre mail, si jamais Alan vous l'avez demande la si on peut tête. partager la vidéo. La réponse est oui. On va mettre cette Oui, vidéo sur ce qu'on appelle un Notion. Donc, en fait, c'est comme un site internet. Et donc, elle sera évidemment accessible à tout le monde. N'hésitez pas à la partager très largement. Il y a vraiment voilà, un enjeu de diffusion de l'information largement. Si vous avez reçu un mail pour venir à cette formation, c'est que vous êtes déjà dans la base de données, donc vous n'avez pas besoin de le relaisser. Si vous avez un doute, laissez-le. Et si vous avez des amis qui souhaitent recevoir des infos, recevoir la campagne, etc., il faut qu'ils laissent leur mail. Ce qu'on vous propose, c'est deux choses. C'est une campagne nationale pour mettre la pression au Parlement et au gouvernement et des opérations un peu éclairs pour soutenir les amendements. Donc sur la campagne, voici les idées qu'on a eues. Une campagne sur les réseaux sociaux, un tract pour une diffusion ou du porte-à-porte, un quiz sur le budget pour essayer d'attraper des gens qui ne sont pas forcément sensibilisés et qui se disent, oula, ouais, en fait, il y a un problème. Une note d'info détaillée à diffuser pour aller plus loin. Moi, je garde le souvenir il y a fort, fort longtemps de campagnes politiques sur, par exemple, une constitution européenne où les gens, ils adoraient lire l'intégralité de la constitution pour comprendre les choses, etc. Donc, je pense que, voilà, sur le budget, c'est pareil. Moi, à plusieurs reprises, je me suis plongée dans des documents de politique transversale. Et en fait, une fois que vous êtes dedans, vous avez vraiment l'impression de prendre du pouvoir avec la connaissance qu'on acquiert en fait du fonctionnement. Et puis, on propose de faire des rassemblements devant les permanences parlementaires. Aurélie, tout à fait. Aurélie propose de faire des bribes de cette formation pour diffusion sur les réseaux sociaux. C'est exactement ce que m'a dit Héloïse en message privé il y a 3 minutes. Donc, ouais, on va essayer de faire ça. Et sinon, pour que ce soit un peu plus propre pour les réseaux sociaux, on proposera à Anne-Laure, Mehdi ou Arnaud de nous refaire le truc face caméra encore plus court pour diffusion. Donc, voilà sur les idées de campagne. Donc, déjà, dites-nous ce que vous en pensez. On fera évidemment un outil d'interpellation des parlementaires avec la liste des parlementaires. Moi, ce que je retiens sur le fond de cette discussion, c'est 5 mots-clés ou 5 phrases-clés qui pourront, je pense, alimenter la construction de la campagne. Le budget est un droit fondamental. Le budget est politique. Ils nous font payer leur merdier. Bon, on n'écrira pas merdier sur les tracts, hein, parce qu'on est poli. Impréparation face aux crises qui arrivent et injustice sociale. Et voilà, je ne sais pas ce que vous en pensez. N'hésitez pas à réagir dans le chat sur ces 5 messages clés qui peuvent permettre d'alimenter une campagne. Ce qu'on avait envie de faire dans cette campagne, c'était un tract qui montrait très clairement le budget, quel impact il va avoir sur notre vie. Donc, on a déjà 2 exemples avec le gel des pensions et le déremboursement. Les gens qui vont aller dans l'ensemble, se plonger dans les bleus budgétaires pourront sans doute nous trouver d'autres exemples de conséquences très concrètes. Voilà. N'hésitez pas à nous dire si vous êtes motivé pour faire une campagne de ce type avec des tracts, du porte-à-porte, etc. Et sur le porte-à-porte, comment on organise? Bah, on va faire une carte. Vous allez inscrire votre porte-à-porte et il y a plein de gens qui vont vous rejoindre. Vous allez créer un groupe WhatsApp ou un groupe Telegram et les gens vont vous rejoindre. Et ensuite, on a des formations en ligne de comment faire du porte-à-porte. Héloïse est en train de construire un outil qu'on vous montre. ouais. Alors, Ah, on bon, t'entend c'est plus, sur Héloïse. moi, j'ai eu l'idée en fait de montrer comment une construction budgétaire elle impacte donc les services publics et comment est-ce que des services publics qui sont coupés, ça impacte le réel. La politique, c'est réel. Et donc, comment est-ce que nos vies enfin voilà, on a plus de galères quand les services publics sont fermés. Alors, ça peut être des petites galères comme des très grosses galères. Le gel de la pension de retraite, c'est une très grosse galère. Et donc, j'ai créé avec un développeur, on a créé un formulaire qui permet de retrouver votre circonscription et de témoigner. Et en fait, l'idée, c'est d'aller récolter le maximum de témoignages de coupes de services publics actuels en disant, bah, en fait, si on coupe encore 42 milliards, c'est combien d'AESH en moins? Parce que moi, je n'ai pas d'AESH depuis tant d'années sur ma circonscription. C'est AESH, combien Héloïse, tu peux expliquer ce que c'est? une assistante d'éducation. En fait, ce sont les personnes, les hommes et les femmes, c'est souvent des femmes qui accompagnent les élèves en situation de handicap. Donc, je pense que c'est quelque chose comme accompagnateur d'élèves en situation de handicap, qui les accompagne et qui les aide à lire ou à se déplacer dans les écoles et qui font que les élèves en situation de handicap, petits ou grands, hein, peuvent continuer à aller à l'école publique. Euh,
Donc, ça va être des lits fermés, des maternités fermées, de nombre de kilomètres. Et donc, l'idée, c'est qu'il y ait le maximum de personnes qui répondent à ce formulaire. Et ce formulaire permet d'envoyer directement ou pas, c'est encore en discussion, un mail au député, particulièrement si c'est un député NFP, aux députés concernés, de manière à ce qu'ils aient un maximum d'histoires à raconter pour installer un autre récit. Et donc, et que nous aussi, on puisse s'en servir en mettant un certain nombre de ces récits en avant. Mao demande Euh, comment on sait si la coupe budgétaire dépend de l'État ou de la municipalité. L'idée, c'est vraiment de récupérer tout ce qu'il y a. Et puis après, on fera un tri. Il y a un groupe WhatsApp qui a été ouvert par Héloïse pour les personnes qui ont un peu de temps dans les semaines qui viennent. Le compteur, il va sans doute être lancé dans les jours, semaines qui viennent et il battra à plein, surtout, j'imagine, en novembre. Voilà, fin octobre, novembre. Donc, si vous avez du temps à ce moment-là, rejoignez le groupe WhatsApp parce qu'on aura besoin d'aide pour traiter les témoignages qui vont remonter. C'est un dispositif qui a déjà été créé sur un modèle un peu différent au Québec et qui a bien fonctionné. Et puis, on vous propose également de se concentrer sur les amendements. Donc, à la fois les amendements en positif, c'est-à-dire, par exemple, l'amendement dont parlait Anne-Laure pour créer un ISF climatique. Et puis, les amendements en négatif, c'est aussi de se dire, bah voilà, s'il y a des amendements de l'extrême droite, par exemple, qui aggravent la situation ou de la droite, allez essayer de contrer, de mobiliser les députés pour qu'ils votent contre ces amendements. Et donc là, ça serait des pétitions, lettres ouvertes, des vidéos d'explications en détail. Et donc d'avoir en fait deux approches dans la campagne, une approche globale avec un tract global sur qu'est-ce que c'est le budget, pourquoi c'est un problème ce budget et quelles sont les principales conséquences. Et puis des actions vraiment un peu coup de poing, un peu enfin un peu ciblées, qui vont permettre de mener des campagnes pour essayer d'obtenir des victoires sur des points précis. Voilà. Qu'est-ce que vous en pensez? Je laisse le chat ouvert pour que vous puissiez nous dire ce qui... Est-ce que vous identifiez des éléments qui pourraient vous donner envie de faire cette campagne ou des éléments qui pourraient vous freiner pour faire cette campagne? Ouais, résignation ou indifférence, je suis d'accord. Alan, je pense qu'un des moyens pour relever ça, c'est aussi de vraiment pointer du doigt des trucs extrêmement concrets. Par exemple, le déremboursement d'une partie de la consultation, c'est quand même un truc où on peut peut-être faire en sorte que les gens se disent non mais là, vous voyez, c'est trop grave, faut qu'on y aille, quoi. Donc je pense qu'on peut, avec des mesures très concrètes, pas uniquement avec des discours généralistes. Bon, moi, je sais que ça me touche de dire que c'est un droit fondamental, le budget, mais peut-être ce ne sera pas le titre du tract. Avec des choses très concrètes, je pense qu'on peut faire bouger les choses. Très intéressant. Merci de nous apporter de l'espoir. Alors, merci Aurélie. En même temps, on organise ce genre de Zoom aussi pour nous alimenter notre propre espoir. J'avoue que c'est un petit peu thérapeutique en même temps d'être utile en termes de mobilisation. Hop, hop, hop. Soutenir les services d'urgence, hyper motivant. Peut-être se rapprocher d'ONG, oui, tout à fait. Alors, on est en contact aussi avec Lucie Castet, puisqu'on est plusieurs ici à avoir passé une bonne partie de l'été à lui filer des coups de main. Donc, on va aussi voir avec Lucie comment est-ce qu'on peut articuler les choses, puisque ça va être quand même aussi une porte-parole du NFP pendant les semaines qui viennent. Euh, Christine dit, on va aider avec notre collectif NFP en montage, super. Écrire aux députés, on va vraiment créer un outil pour écrire aux députés. C'est quoi le best case scénario, Com? Le best case scénario, c'est qu'il y ait une mobilisation populaire tellement énorme que le gouvernement tombe sur le budget et que Emmanuel Macron nomme Lucie Castet Première ministre. Voilà. Tu m'as pas demandé un scénario plausible. Tu m'as dit le best case scénario. Il faut vraiment qu'on Après, c'est vulgarise. pas complètement. Enfin, pour le coup, s'il y a un moment où il peut tomber, le gouvernement, c'est sur le budget, puisqu'il va certainement devoir mettre du 49.3. Donc, plus on sera nombreux à se mobiliser, plus il y a des brèches qui peuvent souffrir pour le faire tomber, après, pour le meilleur ou pour le pire, hein, mais... En fait, si on met, par exemple, si on met en lumière que c'est vraiment très antisocial, il y a un moment où le RN pourra plus les soutenir. Parce que le RN ne pourra pas, face à ses électeurs, assumer le fait d'avoir voté un budget qui coupe autant de revenus aux classes populaires. Ou alors, ils révèlent leurs préférences.
Mais donc, c'est important, effectivement. Donc ça fait partie des angles qu'il va falloir utiliser pour la campagne. Ce que tu disais sur l'injustice sociale, on pourra le mettre vraiment en avant dans la campagne. Quelqu'un demande comment on fait pour recevoir les éléments tracts. Alors les tracts n'existent pas pour l'instant, hein, c'est vraiment la première étape ce soir. Donc on va s'en occuper là dans les semaines qui viennent. À partir du moment où vous avez laissé votre mail, vous allez recevoir des infos. Si vous voulez des infos plus régulières, il faut que vous alliez dans les groupes WhatsApp des départements. Je vais vous trouver le lien tout de suite avec toutes les infos. Vous avez ici sur cette page toutes les informations de la suite, en fait, du petit groupe qui s'est constitué suite à la campagne des législatives, puisque pendant la campagne des législatives, on a quelques-unes principalement des militantes féministes, des copines féministes, quoi. On a créé un canal Telegram et après on a créé une carte avec des copains, les copains d'Indivisible, on a créé une carte pour aller faire la campagne un peu partout. Ça, je ne sais pas si vous vous en rappelez. Et donc, suite à ça, on a continué à faire des choses. Il y a eu des apéros, il y a eu des formations avec Sophie Binet, avec Mickaël Zemmour pendant cet été. Et là, l'idée, c'est justement de continuer à militer ensemble avec cette campagne autour du budget. Donc, toutes les informations autour des initiatives qu'on a prises, elles sont sur cette page-là Notion. Et quand vous descendez, vous avez une liste de groupes WhatsApp par département. Vous pouvez rejoindre le groupe WhatsApp de votre département. Je vous remets le lien. Et là, ça vous permet d'avoir des informations via WhatsApp. Voilà, c'est pas des groupes qui sont pas ouverts tout le temps, hein. Il n'y a pas de notification H24. Mais si vous voulez avoir des informations un peu plus régulièrement que par mail, il faut venir dans ces groupes-là. Voilà, merci beaucoup pour votre participation. Il y a encore des questions. Il y a de toute façon Mehdi et Arnaud qui préparent une version 2 de la formation budget, parce que j'ai enlevé plein de leurs diapositives avec plein de schémas compliqués pour faire simple et rapide. Et donc, voilà, là, ils sont obligés de le faire maintenant, résultat, de faire un niveau 2. Voilà, ouais, V2, disent les gens. Voilà, Mehdi et Arnaud, je viens de vous faire un super cadeau. Sur la formation porte-à-porte, il y a Loumir Laprès qui avait fait une formation qui avait été enregistrée. Je n'arrive pas à la retrouver, mais je vais la retrouver. Elle est quelque part dans YouTube. Donc, je vais la retrouver. Loumir est actuellement aux États-Unis. Donc, elle ne pourra pas faire de formation là tout de suite. Alors, on devait trouver un autre moyen de communiquer que WhatsApp. Tout à fait, on est sur le coup. On voulait prendre Slack, mais on ne peut pas utiliser Slack sans payer si on veut toutes les fonctionnalités. Et ça coûte à peu près extrêmement cher quand on est très nombreux. Donc, on est en train de chercher une solution. Telegram, c'est bien pour faire des messages qui partent, mais pas pour organiser des groupes ou etc. Voilà. Discord semble être la plateforme la plus efficace pour organiser les choses. Merci beaucoup à toutes et tous. À bientôt. Ah, super, on a trouvé le replay. Merci, Samia. Merci beaucoup. À bientôt. Merci à Anne-Laure, bientôt. merci Mehdi, merci Arnaud, merci Héloïse. C'était vraiment super. Et en plus, on a tenu le timing. Donc, bonne soirée à tous. Anne-Laure, tu fais des cœurs comme ça? Sérieusement. Elle est si jeune, cette fille. On est tellement branchés. Elle est trop forte. Bonne soirée tout le monde. Merci Merci. beaucoup. Non, mais c'est mon corps, mon choix. Oui, c'est vrai. Mais c'est aussi Salut. les cœurs des ados aujourd'hui. Ah oui, Faire cœur. c'est mon corps, mon choix. Salut, salut. Merci, bonne soirée tout le monde, à bientôt.